entretien Ramiette, qui est venu se présenter comme quoi que le banquier m'a dit. Moi, je vais dire, venez en retirance, dans l'autre course. Pas maintenant qu'on vient, maintenant c'est devenu le lieu de. C'est pas. L'ordre social, de l'autre côté, autant aller dans le bureau des professeurs que de venir prendre un lien de voiture. Si on est dans le bureau, c'était pendant une fois, 2 minutes, 3 minutes. On venait prendre l'instant des étudiants, c'est pas normal. Il y a un étudiant qui était venu ici, alors on lui a fait une quête. Bon, il n'avait pas étudiant. Les étudiants ont obligé simplement bonne somme, il a donné, et après il est revenu. C'est pas que je vais pas tomber. Je dis, tu as la chance, vous allez te demander de nous rembourser ce que tu as mis à la poche. La plupart du temps, c'est des bandits. Qu'est-ce que nous vient faire ici? Si nous, à l'époque, il n'y a qu'à poser le problème aux fidèles qui sont à la mosquée, vous n'êtes pas venir, il y a certains qui peuvent venir, mais pas ici à l'ouest. Alors, nous allons continuer toujours dans notre envolée sur le thème gouvernance et développement territorial. En guise de rappel, je dis que quand on parle de gouvernance, on s'intéresse aux acteurs, à la typologie des acteurs, à l'intégration ou à l'implication des acteurs. Bref, le jeu des acteurs. Quel doit être le rôle des acteurs dans la gestion du territoire? Pourquoi la dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur la décentralisation. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il s'agit d'un territoire local. Il y a le territoire local, le territoire régional et le territoire national. N'est-ce pas? Alors, au niveau du territoire local, vous avez le maire, vous avez le conseil municipal, vous avez les ONG, vous avez les partenaires, vous avez les associations et vous avez le commandement territorial. On parle de commandement territorial, ce sont les représentants de l'État. Oui. Donc dans la gestion du territoire, dans la gouvernance territoriale, au niveau local, nous avons tous ces acteurs-là qui interviennent. Avant, c'était le maire, le conseil municipal et les représentants de l'État. Mais maintenant, on voit l'implication des acteurs locaux à travers des associations. Donc, la gouvernance a permis non seulement d'identifier l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles de participer à la gestion du territoire, mais aussi de définir le rôle. C'est très important. On ignorait souvent les associations et ceux qui ne sont pas du conseil municipal. Maintenant, on se rend compte qu'on ne peut pas gérer le territoire sans ces acteurs locaux-là. Il faut nécessairement que ces acteurs locaux soient impliqués dans les prises de décision. Et à tous les niveaux. Les groupements de femmes doivent être représentés, les associations de jeunes, les amicales, toute structure au niveau local doit être représentée. Encore que, avec la gouvernance, on assure, dans le premier temps, la démocratie, deuxièmement, la transparence, n'est-ce pas? Et troisièmement, une gestion concertée et participative. C'est ça l'idéal. Si on va à l'échelle régionale, c'est aussi pareil. Sauf que ici, il n'y a plus de collectivité territoriale. Avant, la région faisait partie des membres des collectivités. Mais la région n'est plus un nombre de collectivités territoriales. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, disant pourquoi la région existe toujours. J'ai dit oui, il y a deux entités. L'entité administrative
que l'État reste parce qu'il y a une subdivision de l'État, à savoir la nation, la région, le département, l'arrondissement et les quartiers des villages. Ça, c'est la gestion de l'État. Il s'agit maintenant de la décentralisation. On ne commence plus par l'État, on ne commence pas par la région, mais on commence par le département. Après le département, c'est la ville. Après la ville, c'est la commune. Et je vous ai précisé la dernière fois qu'en 96, on avait quoi? La région, la ville, la commune d'arrondissement, la commune rurale, n'est-ce pas? Et ce qui donne 5 codes de collectivité. C'est pourquoi j'ai resté là-dessus, la dernière fois, pour que vous puissiez voir cette évolution. Et le schéma. Mon schéma, vous voulez dire qu'en 1960, on avait tous ces codes de collectivité territoriale. C'était quoi? En 1960, on avait quoi? Et en 1972, 1996, comment commune? 1996, il y a beaucoup qui me sûr, mais quand j'ai vu l'évaluation touristique, vous direz pas avec. Oui, non. Sachez que ce que je vais développer, on continue avec le Alors, je vous dis qu'en 1960, à l'indépendance, le seul ordre de collectivité territoriale qui existait, c'était la commune. En 1972, la commune reste. Et ensuite, on a la communauté rurale. N'est-ce pas? Ensuite, en 1996, alors, cette politique est appelée de la régionalisation. Pourquoi on l'appelle régionalisation? Parce que la région vient d'être une collectivité locale au Sénégal. Les mesures fortes ont été prises en 1996. Donc vous avez la région, ensuite la ville, ensuite la commune, ensuite la communauté rurale, ensuite les communes d'arrondissement. Et en 2013 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, par rapport à la définition, qu'est-ce qu'on disait? Que la décentralisation est un processus progressif et regardez ici, c'est progressif. Vous tiens ensemble? Bon, alors, vous avez la commune. Et si vous avez la progression, vous allez comprendre quelquefois pourquoi je suis très critique. On me dit que la décentralisation est un processus progressif et irréversible. Regardez ici. Et moi, je dis, ici, on a vraiment la mémoire de Senghor. Non, la mémoire de l'autorité coloniale qui a créé la commune. Donc la commune a existé, nous avons hérité la commune. Ensuite, la mémoire de Senghor, c'est la communauté rurale qui n'existe qu'au Sénégal. Alors, j'ai cherché partout dans le monde, même les Français, quoi qu'ils soient très développés dans le domaine de la décentralisation, ils n'ont pas réussi à regrouper les villages. Mais Senghor l'a fait en 1972, suite à la sécheresse des années 70. Il est très intelligent. Il savait que il y avait la sécheresse et que le monde rural baignait dans une paupérisation
qui a eu l'ingéniosité de créer au moins une structure plus ou moins holistique qui les regroupe, c'est-à-dire la communauté rurale. Dans le cadre de la coopération décentralisée, le cours que je vous aurai en master 2, vous allez voir que, avec, là je donne peut-être raison, je reviendrai à Macky Sall, quand il dit que, puisque la communauté rurale n'existe pas dans les autres pays, donc autant changer. Parce que la communauté rurale avait la peine à trouver des homologues dans les pays étrangers, parce qu'il n'existe pas de communauté rurale. Et comme les gens de donc si tu veux dans le cadre de la coopération avoir des alliés, des partenaires ou bien dans le cadre du village, si vous êtes une communauté rurale, vous cherchez une communauté rurale. Mais malheureusement, la communauté rurale n'existe pas. Alors, Senghor a bien réussi parce que c'est la création de la communauté rurale qui a mis un frein à réseau rural, qui a donné encore un peu de souffle au monde rural. Donc en 112, non seulement en ces deux communes, mais on retient aussi que c'est pour la première fois, c'est-à-dire 12 ans après les indépendances, on va vers les premières réformes administratives et territoriales. Les premières réformes, le découpage du Sénégal. Les premières réformes, c'est pourquoi on dit que 112 marque l'acte 1, ce qui est déjà réuni. Alors, en 112, on a 2 ordres de collectivité territoriale. Donc, ouais, c'est une progression. Commune, ensuite commune rurale, et en 96. Alors là, c'est bien, parce que là où on a vraiment une gestion de proximité, il y a l'émiettement du territoire. Le territoire est émietté au point que, à chaque échelon, à chaque niveau, on a au moins une autorité qui est là, un pouvoir local qui est là. Au niveau de la région, il y a un pouvoir. Au niveau de la ville, pareil. Au niveau de la communauté rurale et la commune d'arrondissement. Donc ici, on a 3 créations, à savoir la commune d'arrondissement, on a la ville et la région. Celui qui dirige la région, on l'appelle le président du conseil régional. Celui qui dirige la ville, on l'appelle c'est le maire. Barthélemy. C'est le maire de la ville. On l'appelle le maire de la ville. Et là, pour la commune, vous avez le maire. C'est pas celui qui dirige la commune. Mais c'est le maire. Bon, ok. Et pour la commune rurale, vous avez ce qu'on appelle le PC. Le PC, c'est le président du conseil rural. N'est-ce pas? Alors, pour la commune d'arrondissement, vous avez beaucoup de choses à revoir. Là aussi, vous avez un maire. Vous savez, quand on est dans une commune, alors c'est le maire qui dirige. C'est le maire. Donc ici, vous avez le maire de la ville, là vous avez le maire, et là vous avez le maire de la commune d'arrondissement. Alors, non seulement la salle est climatisée, mais on me donne à la pause une boisson, de l'eau, des croissants, des tacos. Je le jure, hier j'étais à l'IGT, on m'a revu tout ça. Pourquoi j'ai tendance à... Oui. Allez, écoutez. En 1996, il y avait déjà la région.
ai dit, ça c'est la décentralisation. Je ne suis pas dans le découpage de l'État. On règle ça, ensuite on vient à la déconcentration. Vous allez voir. Donc on est en 96. C'est bon? On a ces 5 formes de collectivité territoriale. En 2013, on a quoi? D'abord, le département. Ensuite, là, avant la commune, il y a la ville. Donc la ville, elle est là. Ensuite, là, la commune. Vous voyez ici, commune d'arrondissement, comité rural, commune. Ces trois-là ont été factorisés. N'est-ce pas? D'accord. Pour donner la commune. C'est ça qu'on appelle la communalisation intégrale. Communalisation intégrale. C'est le fait de transformer la commune rurale en commune de plein exercice. La commune d'arrondissement, commune de plein exercice. La commune, commune de plein exercice. Voilà ce qu'on nous a proposé. Donc on a passé de 5 à 3. Ce que je trouve anormal. Là, on est parti de une commune. Là, 2 structures. Ici 5, on devait avoir ici 7. Pour continuer. Mais malheureusement, alors ils ont diminué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Supprimer la région. Mais attention, c'est de l'ordre des collectivités territoriales, que ça soit clair. L'État a son découpage, les collectivités territoriales ont leur découpage. S'il s'agit de l'État, vous avez la région qui est toujours là, le département, l'arrondissement. Ça, c'est le découpage de l'État. Vous avez ici le gouverneur, là, vous avez le préfet, ici, le sous-préfet. Il ne faut pas les confondre. Tous ceux qui sont ici sont on les appelle des élus locaux. Pourquoi élus? Parce qu'ils sont élus à la base de scrutin, élection. C'est pourquoi on les appelle des élus. Mais ceux qui sont là, ils sont nommés. C'est différent. Les conseillers, ceux qui sont là, on les appelle des conseillers. Et ceux qui sont là, on les appelle des représentants de l'État. Voilà. Oui. Oui. Un élu local. Oui. Qui vous a dit ça? Tu veux montrer le document? Non, ne cherchez pas, madame. Quelquefois, c'est tout compliqué. Le maire, il est élu. On parle au président de la République. Vous voyez, actuellement, comment dirais-je, les nouvelles autorités, ils sont en train de changer tous ceux qui sont dans l'appareil de l'État, dans la hiérarchie. Le gouverneur, le général Kandé, vient d'être déporté à New Delhi. N'est-ce pas? Parce que c'est la hiérarchie. Mais un maire, aujourd'hui, Diomaye, ne peut pas démettre un maire de ses fonctions. Et d'ailleurs, je dis que le maire a plus de fonctions que le président de la République. Et oui, c'est pourquoi? Parce que le maire est l'ordinateur du budget. Alors que le président de la République, il n'est pas l'ordinateur du budget. Comprenez? Voilà. Donc, ça c'est le modèle
modèle, voyez, tout ce que je peux montrer, c'est les acteurs. C'est pourquoi ici je dis, on est dans le jeu des acteurs. Donc pour le territoire, d'abord, c'est quoi le territoire? Le territoire, c'est quoi? C'est quoi? C'est le territoire. Jusqu'à ici, je ne sais pas si c'est pourquoi j'insiste. Et je tape toujours sur la table en disant qu'à l'UQAT, la formation reste encore en développement. Parce qu'il y a des éléments de base qu'on va utiliser en première année. Nous sommes en épistémologie de la géographie. C'est quoi un espace? C'est quoi le territoire? Pourtant, je le fais pour ceux qui suivent mes cours d'analyse. Comment vous trouvez le cours magistral? Le territoire, c'est une portion de l'espace délimité. Espace, votre territoire. Si on parle du territoire du Sénégal, c'est parce que le Sénégal a des limites. Si on parle du territoire régional, c'est parce que la région a des limites. Territoire communal, la commune a des limites. Donc c'est une portion de l'espace qui est délimitée. Et aussi qui est organisé. Le territoire est organisé. Vous voyez ici, l'État organise le territoire en le découpant en régions, en départements et en arrondissements. Si vous allez aussi au niveau de la commune, vous verrez que la commune est un territoire qui est découpé en quartiers, quelquefois en zones, ce qu'on appelle les zonages. D'accord? Voilà. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai beaucoup parlé sur la décentralisation comme modèle de gouvernance. Donc, il existe plusieurs modèles de gouvernance territoriale qui varient en fonction des contextes, donc en fonction des contextes politiques, économiques, sociaux et culturels. Maintenant, voici quel modèle. Voilà. Donc si on prend l'exemple de la décentralisation politique et administrative, ce modèle repose sur le transfert de compétences. Pas de transfert de compétences. L'État a transféré combien de compétences? 9 compétences aux collectivités territoriales. Et aussi des responsabilités. Le maire, au lieu de dire qu'il est un représentant de l'État, non, mais c'est un représentant du démembrement de l'État. Parce que les collectivités territoriales sont considérées comme des démembrements de l'État. C'est l'État qui crée la collectivité territoriale. On l'appelle démembrement. Et quand on parle ici d'autorité centrale, on fait référence à l'État. Donc, des autorités centrales, c'est-à-dire l'État, et des autorités locales élues. Et là, vous voyez, il y a deux pouvoirs. Le pouvoir de l'État, qu'on appelle le pouvoir central, et le pouvoir des élus. C'est le cas de la décentralisation. Dans le but de rapprocher la prise de décision des citoyens et de favoriser leur participation à la gestion des affaires publiques. Comme je le disais, en décentralisation, on identifie les cadres de concertation. Et dans le cadre de concertation, on fait référence aux associations, aux structures, pour que toute la population soit
représenter. Vous savez, même le budget qui est voté dans les collectivités territoriales, normalement, devrait être affiché partout, dans les marchés, dans les dispensaires, dans les grandes places, partout, pour que chacun puisse au moins avoir accès au budget. C'est ça qu'on appelle une gestion rapprochée. Et dans le texte, on dit que chaque citoyen peut avoir une copie du budget s'il le désire. Il suffit tout simplement d'aller voir votre maire et vous dites que je suis venu pour vraiment demander le budget. Est-ce que je peux avoir le budget, une copie de budget? Et les textes disent que la copie sera à vos frais. Vous payez tout simplement. Mais le maire n'a pas le droit de vous dire non, je ne veux pas le budget. Vous serez une fuite de responsabilité. C'est très chaud. Le changement climatique. Tantôt il fait très très chaud, tantôt il fait. Bon. Bon, vous savez, si on était dans un pays vraiment développé, on aurait dû avoir une structure ici qui va polir la salle, qui vous envoie un peu fraîche, comme ça, vous n'avez même pas venir vous demander. À bientôt, je vais changer de chose et chercher la nationalité russe. Non, pour ukrainien. Vous pouvez aller du côté de Gaza. Là-bas, il y a tout le monde. Palestine aussi, c'est très risqué. Liban, je ne crains pas. Iran, c'est toujours en guerre. Israël, c'est un pénican. Japon. Je peux pas rester à la terre Macron, la France, où on a un président qui est très sensible et qui bouge beaucoup. Et j'aime trop débattre. Merci, monsieur le président Macron. Alors, ils ont tous peur. C'est la montée maintenant de l'extrême droite et partout. Le populisme gagne du terrain. C'est pas seulement au Sénégal, c'est partout. C'est pourquoi vous avez vu le chancelier allemand et Macron qui tapait sur la table et qui lance parce qu'ils ont peur. Dans 2 semaines, on va faire les élections européennes. Qu'est-ce que cela va donner? L'exemple de Pologne, l'exemple de Polo et les autres équipes sont là. Et jusqu'à là où je parle, en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas encore le calme. En Haïti, ce n'est pas encore le calme. Ça bouge partout. Donc la géopolitique mondiale est actuellement très agitée. Très agitée. En Afrique, vous avez Burkina, Mali, Niger, l'Afrique Congo et autres, ça choque partout. Je crois que je chercherai difficilement une nationalité. Russe, là. Canada, Américain. Vous dites quand vous l'écoutez, vous dites qu'il a parfaitement raison. Attention, il n'est pas fou. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de connaître l'URSS. Mais nous, au moment où on faisait la classe de terminale, c'était encore l'URSS. Union, République, socialiste, soviétique. Poutine, il veut remettre cela. Donc il demande à tous les anciens, vous savez, Ukraine et tout ce qu'il a, étaient dans l'URSS. Et l'URSS tenait tête aux Américains. Ce sont les Américains qui ont réussi à démanteler, lors de la guerre froide, à casser complètement cette union. En commençant d'abord par la destruction du mur de Berlin. Ensuite, ils ont instauré la presse sur l'État.
Ce qui fait mal, vous savez, Gorbatchev, sa mort, Poutine n'a même pas voulu ce problème parce qu'il dit que si aujourd'hui on a connu tous ces problèmes-là, c'est à cause de lui. Parce qu'il a démocratisé. N'est-ce pas? Donc, les enjeux politiques, il faut commencer dès à présent à vous intéresser à ces questions. Vous êtes en licence. Et moi, je vois des étudiants, jusqu'à licence, quand vous leur posez des questions, même sur Gaza, ils ne peuvent pas vous dire le mouvement sioniste, c'est quoi? Ils ne peuvent pas vous dire. Et pourtant, c'est tout, chaque jour, à suivre ce qui se passe. TikTok, Adamo, etc. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas ces influenceurs. Parce que le fait d'ouvrir, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais si toutefois, vous ouvrez une page de Adamo, quelle que soit la localité où vous vous trouvez, au moins vous lui donnez 2 ou 3 centimes. À chaque fois que vous ouvrez, je ne dis pas que vous lisez tout, vous ouvrez seulement, vous enrichissez. C'est pourquoi le gosse-là, il est devenu maintenant très riche. Il est devenu, bientôt il va devenir millionnaire. Pour toi, qui l'enrichit? Ce ne sont pas les Européens parce qu'ils ne sont pas. Tu vois, il n'y a que le monde faille. Mais non seulement, quand on ouvre, on a de l'argent, mais ce qui se passe actuellement en Europe, moi je l'ai vu. Toi, tu es avec ton mari. Ton mari est retourné au Sénégal. Tu as entendu que ton mari est en train de courtiser une fille là-bas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu demandes tout simplement à avoir les photos de cette fille et tu payes à Adamo 200, c'était 200 €. Mais maintenant, il demande 500 €. Donne-moi 500 €, je la détruis. Vous pensez que ça c'est le monde? Qui nous donne les informations? Si nous donnons les informations, vous payez 500 €. Et s'il reçoit 10, 20, c'est combien? 5 000 €. C'est pourquoi le boss ne travaille plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'empocher. De même que les autres. Vous ne savez pas que à chaque fois que vous ouvrez une page Facebook, vous payez à Facebook. Vous ouvrez WhatsApp, vous payez à WhatsApp. Donc attention. Attention à ce qu'on appelle des influenceurs. Si vous voyez un influenceur qui laisse son travail et qui se met à faire des vidéos parce qu'il trouve ses comptes, il est démoniaque. Donc moi je préfère. J'écoute chez moi la radio France Inter, jamais, 24 heures secondaire. Tous les débats. Même M. Dion, récemment, lorsqu'on l'a intégré à France, à RFI, j'étais le premier à l'appeler. On dit, tu as suivi, je dis en direct. Tout enseignant qui passe, c'est qu'il a. Mais au moins, c'est mieux que de passer son temps à regarder des choses politiques, ou bien des débats politiques qui n'ont aucun sens. Parce que ceux qui vous donnent des informations, ils ne mettent pas l'information. La bonne information. Et, Sénégal, les gens pêchent tout dans les eaux troubles. Pêcher une eau dans une eau trouble, c'est quoi? Au lieu d'aller chercher la bonne information, tu prends la mauvaise information, tu as la mauvaise. Après, tu entres en discussion avec les gens. Comme si tu connaissais. Et personne ne le dit. Les grands gars, on les a pris. Soit on avait déjà la pause de vous, vous êtes posé de venir, et nous avons un débat. Les gens s'informent. C'est pourquoi Senghor disait la République ne se négocie pas dans la rue. Il a parfaitement raison. Les filles, nous devons être pour mettre. Les ouvrages sont là. Le monde diplomatique est là. Jeune Afrique est là. Même ici, il y a des journaux qui sont plus ou moins fiables. Moi aussi, je me consulte. Moi, souvent, nous sommes sur l'Observateur, le Témoin, quelquefois sur Sud Quotidien. Je passe régulièrement, mais je dis carrément que s'il n'y a pas une bonne analyse, alors si vous m'entendez encore du micro, je ne participerai pas. Parce que vous n'avez même avec la Sénégalais. Je vais bientôt ouvrir
pas un site, mais un portail qui va parler des collectivités territoriales. Parce que l'île est mondialisée. Alors on doit sortir des amphithéâtres pour les faire comprendre aux populations. Là, c'est le renforcement de la démocratie au niveau local. La géographie englobe les amphis. Ça, on le fera. Si c'est en France, on parle de café. Café géo. Ah. Tu vas dans un resto, ou bien un resto et une micro-chambon, je suis là. Et c'est entrée gratuite. Mais si tu entres, au moins tu payes une tasse de café. Je suis là et je prends un thème, les gens en débattent. Souvent c'est les samedis soirs ou les vendredis soirs. Comme genre after work. Vous venez, vous posez des questions et on débat des questions. Après le chemin, c'est un autre professeur, Pascal Sagnan, qui vient vous parler du climat, etc. J'ai décidé d'organiser cette année aussi d'autres activités. J'ai eu beaucoup de conférences. Cette année, j'étais à Malikounda, les étudiants de Malikounda. J'ai été aussi à Thiès pour les étudiants géomètres topographes. J'ai été à Mou, Ganga, Mou, les places vivantes. J'ai animé 3 conférences, grandes conférences. Mais je le fais maintenant dans le cadre de ce qu'on appelle comment on appelle encore je commence à beaucoup dire. Il faut que je cherche une 4e femme. Une 4e femme. Sans cela, je ne peux pas être stable. Quand on a un homme impair, c'est pas bon. Il faut calme. Alors, donc, vous comprenez que la décentralisation est un modèle qui permet véritablement de regrouper l'ensemble des acteurs dans les prises de décision. Maintenant, le PPP, comme on l'appelle, ou PPP. Tantôt on dit PPP, tantôt on dit PPP. C'est quoi? C'est le partenariat public-privé. Ce modèle repose sur quoi? Ce modèle repose sur la collaboration entre les entités publiques et les acteurs privés, qu'ils soient une entreprise ou une organisation, pour la réalisation de projets d'intérêt commun, en partageant les risques, les responsabilités et les bénéfices. La Sonatel, elle est une société publique, nationale, appartient au Sénégal. Vous êtes d'accord? Le Orange est venu dans un cadre de PPP, partenariat public-privé. Donc Orange a contractualisé avec la Sonatel. Expresso, pareil. Si vous prenez le cas de la SDE, il y a d'abord la Société nationale, qu'on appelle la Société nationale des eaux du Sénégal, qui est en partenariat avec CNO. Il y a aussi Aquatic et autres. Donc si vous avez le privé, c'est cette entreprise ou organisation qui vient contractualiser avec le public, l'institut public, c'est ça qu'on appelle le partenariat public-privé. C'est bon parce que cela nous a permis véritablement de développer, comment dirais-je, les compétences et aussi la qualité. Si aujourd'hui, nous sommes très en avance, au point que, moi si je me trouve à Paris, j'utilise Orange Money. Ah oui. Si je suis à Paris maintenant, j'utilise plus le 4 gars. Depuis un moment, ma banque, ça fait maintenant 1 an, ma banque court derrière moi, je dis à monsieur Lom, votre carte bancaire. Je suis dans 3 banques, pour diversifier, c'est pas parce que j'ai de l'argent, je suis très bien, c'est pour sécuriser. Je suis dans 3 banques.
Mais, vous savez, actuellement, je pas encore, les salaires ne sont pas tombés, excusez-moi, mais il suffit tout simplement que je consulte via Orange Money pour savoir si les salaires sont tombés ou pas. Et aussitôt, au lieu de me déplacer, je fais d'abord transfert à ma main. Vous trouvez ça? Avant tout, vous écoutez à la maison. Il faut apprêter les aïeux avant d'aller à la maison. Sinon, ça peut choquer. Alors, quels sont les neuf domaines de compétences que vous demandez? Ce ne sont pas de capacité. On n'a pas besoin de chercher ce que vous dites à côté de vous. Il y a certaines questions que je pose plus. Les neuf domaines de compétences, tapez sur le net, vous cherchez. Tout ce que vous voulez savoir maintenant, vous pouvez le savoir. Demandez les questions de quelles sont les neuf compétences de l'État? Transfert de culture. Vous avez compris? Comment l'État transfère ses compétences aux collectivités territoriales? Merci, vous avez compris la direction. Ça, on l'a déjà expliqué. Si par exemple, on a le moment du État, si c'est très important, je me l'ai dit, malgré une santé précaire, et j'ai tout expliqué. Donc, si vous me demandez de revenir encore là-dessus, on perd du temps. Alors que la leçon est pour l'autre. Alors, quel est le pourcentage des terres du territoire sénégalais classées dans le domaine national? Mais lisez les décrets. Lisez les décrets. Vous allez voir. Parce que quand vous voulez travailler sur nous, il faut aussi savoir faire ce qu'on appelle des investigations. L'année prochaine, pour ce que je prendrai à ma soeur, pour le rapport, ils commenceront par la revue documentaire. Et le pourrait faire la revue documentaire. Maintenant, tout est disponible. Avec l'intelligence artificielle, vous avez maintenant toutes les informations. Moi, j'ai plus besoin d'aller dans une bibliothèque ou bien d'aller dans notre bibliothèque à Sergi. Ce matin, je suis entré dans notre bibliothèque à Sergi-Pontoise à Paris et j'ai consulté les nouveaux ouvrages. Je suis derrière le contrôle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle en français une paresse intellectuelle. Il faut avoir une paresse intellectuelle, il faut faire de la recherche. C'est pour faire ce cours-là. J'ai fait de la recherche. Attention, ne pensez pas que le prof est un polyglotte. Non. Moi, je passe tout mon temps à faire de la recherche. Si vous voulez avoir un niveau tel que, alors, pour participer à tous les débats, il faut être vraiment susceptible. Dans tous les journalistes, je fais toutes les radios. Récemment, j'étais à une radio parce que j'ai suivi mon émission. Ensuite, le lendemain, j'étais à radio. Ensuite, il y a d'autres radios. Mais si les radios me connaissent, c'est parce que j'ai le courage d'affronter. Mais bien les gagner. On va les gagner. Je ne chante pas. Quand je dis que je me suis réveillé à 2h du matin, vous ne me croyez pas. Moi, je ne dors pas la nuit. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous m'envoient des messages à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, parce que je suis devant l'ordi. Hier, à 3h du matin, il y a un étudiant qui a écrit un ouvrage et qui m'a envoyé. Hier, à 3h du matin. Je dis souvent aux étudiants, n'envoyez pas. Mais lorsque j'ai reçu ce qu'il a, j'étais obligé de répondre et de le féliciter. Parce qu'il a été un ouvrage. Et je me dis, il faut aller vers une cérémonie de dédicace. On a discuté pendant 5 minutes. Dès que nous, à faire nous tourner, quand on va à nous tuer, nous n'allons pas.
non loin de chez Senghor. Mais pour le Senghor avec la même chose. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, ça y est, il y a un peu de faire le job. Donc, il ne se pas. C'est bon. Cher Tudor, les gens disaient que presque, ils ne dormaient pas. Beaucoup de gens vous êtes en train de faire. Il est en train de faire. Parce qu'il y a un diable de vie. Et la science évolue. Oui, la science évolue. Moi, je ne veux pas être en retard. Je suis avec les partenaires. Je vais aller comme ça dans le programme de Marseille, très bientôt, et juste un excellent programme de recherche avec des sommités, des grands chercheurs. Je suis avec un vieux Alain Joya, qui est mon tuteur intellectuel. On est ensemble depuis bientôt 20 ans. Je suis avec Pierre Léon, je suis avec la femme de Poussin. On ne peut pas être avec tous ces gens-là. Et ne pas élargir son réseau. Commencez dès maintenant à tisser des relations avec les hommes. Lorsque je faisais ma thèse en 2021, pour la première fois, un jury composé de 8 professeurs titulaires de chef qui étaient devant nous. Alors que d'habitude, c'est 4. Regardez dans les jury de thèse, 4 ou 5. Mais moi, j'avais déjà 4 qui étaient présents, 5 qui étaient présents. Dans André dans Chopin, même le son qui a fait le Sénégal, il va beaucoup fatiguer ces jours-là. Mais c'est quelqu'un qui connaît très bien le Sénégal. Et vous avez que vraiment des sommités, il y a qu'à nous dire. Ça rattrape beaucoup de nos modestes. Mais du coup, pendant 2 ou 3 ans, je ne parlais même pas 2 ou 3 ans de temps. Parce que je savais ce qui m'attendait. C'était ma deuxième thèse. Moi, je suis docteur 2 fois. Donc, je vous pousse vraiment à faire des recherches. Ne soyez pas paresseux. Vous êtes capable. Quel moment? Amou qui dit non, amou qui refuse. Non, bon intérêt. Je vous conseille que vous êtes en licence. Commencez dès maintenant à montrer que vous avez la licence. Vous savez maintenant, quand on dit licence, oui, monsieur, j'ai une licence. Mais si on passe quelque chose sur la géographie, vous ne maîtrisez pas. Il y a un problème. Si vous voulez faire une licence, moi, je suis géographie. Vous ne mettez la géographie partout, dans les lycées, partout. C'est ça, la licence. Vous créez une usine. Vous avez une licence. Ça veut dire que vous devez créer la même usine pour l'année. Donc vous pouvez représenter la géographie partout. Mais si vous obtenez votre licence alors qu'en épistémologie, vous ne pouvez pas ce que bagage scientifique. Alors, donc pour le partenariat public-privé, j'ai expliqué, je vais montrer que pour que le monde avance, il faut qu'il y ait partenariat. C'est pas des fois, il est 4 fois plus risqué de nombre de partenariats. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce qui se passe au Mali actuellement montre que, alors, le partenariat ne devait pas être rompu de manière brutale. Même ceux qui nous disent, oui, le CFA dégage la France, etc. Mais attention, si la France s'en va, mais première chose, vous demandez à Orange de se retirer. Et si Orange se retire, nous allons connaître la galère. Je disais que je voulais envoyer de l'argent au Niger, à l'université à mes collègues qui sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Comte, malheureusement, toutes les banques françaises ici sont fermées. Et même si l'Union ne marche plus, Orange est à tendance à. Mais la France. Nous aussi, on a besoin de la France. Pourquoi dire qu'on n'a pas besoin de la France? Je suis d'accord maintenant qu'on essaie de revoir comme de partenariat, mais il ne faut pas le demander de dégager. Non. Restez. Si on revoit les conventions, on revoit les conventions. Comme le ministre actuel sont en train de le faire. Mais il ne faut pas le demander.
s'engage. On est dans le partenariat privé. Il faut ouverture, il faut créer de l'ouverture. Ok? Voilà. J'avais un étudiant qui avait travaillé sur le PPI. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il y a aussi ce qu'on appelle la gouvernance multiniveau. On est dans les modèles de gouvernance. Oui. Ne reviens pas sur ma présentation, c'est bon. Tout ce que j'ai dit. Si vous voulez me retenir, on risque. Attention, la semaine prochaine, je ferai 4 heures. Attendez, je vais venir, monsieur. Je ferai 4 heures avec vous. Je vous informe que je dois voyager. Donc, si vous ne tenez pas avec vous, alors, ce n'est pas de ma faute. Il y a deux choix. J'ai des explications. Je lui réponds. C'est à vous le droit. Ou bien, si j'explique, vous prenez un autre, mais ne faites pas l'autre pénal. Oui, monsieur, vous disiez quoi? Moi, je vous ai dit, si vous avez des questions, faites passer les questions. Je ne peux pas dépasser cela. Mais aussi, il y a des choses que vous avez déjà le cours. Lisez le cours. Beaucoup de choses ont été traitées dans le cours. Bon. Oui? Ah, ok. D'accord. C'est ce qu'il faut vous dire. Qu'il y a une commission. Vous savez, pour le moment, ma vision n'est pas très claire. Je suis une proposition depuis 2012-2013. Et je devais être évacué. C'est ce qu'il a 50 ans. J'allais être évacué en 2012-2013. Et j'ai posé le problème devant les étudiants. Et les étudiants ont beaucoup parlé de moi. Il y a des mères d'étudiants, il y a des papas d'étudiants qui m'ont appelé personnellement. Ils m'ont dit que j'ai dit quelque chose à mon fils. Parce que j'ai entendu que tu as un problème de passion. C'était en 2013. Et le médecin avait dit que seule l'évacuation pour le revenir au problème. Il va pas tout. Le diable me voyait que j'ai deux rouges. Mais, par miracle, je ne sais pas ce qui a fait que, quel temps après, c'est devenu. 10 ans après, ça commence maintenant à. Et je suis dans la procédure d'évacuation. Vous voyez, avec une bonne vision. Nous avons ce que j'entends. Mais de toutes les façons, j'ai tenu. Et j'ai dit à mon médecin que je ferais d'abord le premier semestre. Je tiens à terminer le premier semestre. Donc, tenez cela. Bon. Et je compte aussi sur vos prières. Voilà. Alors, par rapport à la décentralisation fiscale et financière, vous savez, ce modèle vise à accorder aux autorités locales une plus grande autonomie. Et pourtant, je me dis la dernière fois, il y a deux principes qui régissent la décentralisation. C'est la libre administration et l'autonomie de gestion. Et pourtant, je l'ai écrit ici. Ça, il y a des gens qui ne suivent pas. La libre administration et l'autonomie de gestion. Quand on parle d'autonomie de gestion, c'est-à-dire l'État vous donne la liberté. Il y a une décentralisation fiscale. Vous avez le droit de collecter des impôts. Vous avez le droit d'élaborer votre budget. Vous avez le droit d'aller recouvrer. C'est ça la décentralisation financière. Donc toutes les collectivités locales ont leur budget. Toutes les collectivités locales font des collectes, etc., etc. Donc, par rapport à cela, vous comprenez que ce qui nous permet de lever des impôts, de percevoir des taxes et de gérer des budgets de manière autonome. Maintenant, par rapport à la gouvernance de ce niveau, je vous disais que ce modèle prend en compte
la complexité des territoires en reconnaissant l'existence des différents niveaux de gouvernance. Oui, là, c'est au niveau local. Mais régional, nous n'en avons plus. Ou bien, si c'est régional, c'est surtout à l'échelle administrative, ou centrale, nationale et internationale. Donc, multiniveau, ça veut dire à chaque niveau, il y a un modèle de gouvernance qui est imposé. Et en favorisant la coordination et la coopération entre les différents niveaux. C'est pourquoi vous avez une coopération bilatérale. Quand on parle de bilatéral, c'est entre deux pays. Tout comme la coopération décentralisée entre deux collectivités territoriales. Maintenant, à propos de la gouvernance intégrée, ce modèle repose sur une approche holistique d'ensemble du développement territorial, en intégrant les dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles dans la prise de décision et en favorisant la collaboration entre les différents secteurs et acteurs impliqués. Voilà. Là, c'est intégré parce que on prend les acteurs économiques, fiction dans l'environnement, fiction dans le social, etc. On les identifie et on les met dans les prises de décision. Donc, suivant les niveaux, ceux qui sont à l'échelle régionale, on collabore avec ceux qui sont à l'échelle locale. C'est comme à l'époque du PFDI. Pour avoir le PFDI, il fallait l'ensemble des PPP qui donnent le PIC, l'ensemble des PIC qui donnent les PDD, l'ensemble des PDD donnent les PFDI, plan régional de développement. C'est comme aussi un aménagement du territoire, le PNAT, le plan national d'aménagement du territoire. Pour avoir le PNAT, il faut d'abord le PID. L'ensemble des PID dont le PDU, l'ensemble des PDU dont le SRAT, le schéma régional d'aménagement du territoire. L'ensemble des SRAT dont le PNAT, le plan national d'aménagement du territoire. Donc à chaque niveau, c'est concept. Merci beaucoup. Okay. Quelle est la différence entre la politique territoriale et la culture de la décentralisation? Ça veut dire que non, il y a certains qui n'ont rien compris. Qui n'ont rien compris la décentralisation. Alors, je vous suggère de faire des exercices. Allez-y, lisez le document. Vous allez comprendre. Parce que si vous me posez comme ça, conduite territoriale est acte 3. Mais j'ai expliqué l'acte 3. Depuis la dernière fois. Bon. Quel est le rapport entre l'éthique et la gouvernance? Il ne faut pas anticiper. Il ne faut pas aussi prendre des cours. Moi, mes cours varient. Vous savez, quand vous posez une question, je sais là où vous tirez votre. Mais les cours de l'année dernière et les cours des autres années, du faire des cours de cette année, le premier cours, vous révisez. Et si vous voulez maintenant pour des cours qui sont passés, attendez d'abord de consommer ce qui est là, le chaud. Le chaud est là. Pour les autres, c'est Charles qui tient pour vous avec nous. Vous avez dit, non, c'est le monde qui tombe au bout. C'est choqué. Bon. Alors, la ville repose uniquement sur le département, puisque toutes les communes ne sont pas des villes. Et il y a des villes, il y a des départements. Pourquoi je dis entrer dans le type de gouvernement. Vous allez voir le découpage, ou bien le découpage territorial et mettre le dossier en charge. Vous allez voir mes conférences. Vous allez voir mes articles. Moi, j'ai fait plus de 10 voire 20 articles sur la décentralisation. La dernière a été citée récemment. L'article que j'ai fait en Côte d'Ivoire pour critiquer, ça a été par un journal international qui est revenu là-dessus. Donc, vous avez. C'est open. C'est open. Vous ne payez rien. Moi,
mettre dans le marché, à la disposition de tout le monde. Mais il faut aussi avoir le courage de lire. Il faut lire. Alors, il faut qu'on progresse aussi. Les étudiants sont très doués. C'est devenu à un rythme. Maintenant, la gouvernance participative. Ce modèle vise à impliquer activement les citoyens, la société civile et les acteurs locaux dans le processus de décision et de mise en œuvre des politiques et des projets de développement territorial, en favorisant la transparence, la redevabilité et la participation démocratique. De plus en plus, on voit l'émergence, dans ma première thèse soutenue sur la gouvernance municipale, j'ai parlé de l'émergence de nouveaux acteurs. L'émergence de nouveaux acteurs, comme par exemple dans le cadre de la gestion des marchés. Si vous allez dans les marchés, vous allez voir les organisations commerçantes. Vous allez voir une accord. Vous allez voir les délégués de marché. Vous allez voir les collecteurs, ceux qui assurent la police, ceux qui assurent le nettoiement. Donc, rien que pour la gestion de cet équipement, on a un ensemble d'acteurs qui interviennent. Là, on va vers une gouvernance participative. Et s'il y a la gouvernance participative, alors on va vers une gestion transparente, mais aussi une gestion démocratique. Donc, ces modèles peuvent être combinés ou adaptés en fonction des spécificités de chaque territoire et des objectifs de développement poursuivis. L'adoption d'un modèle de gouvernance territoriale efficace dépendra donc des caractéristiques et des besoins spécifiques de chaque contexte. Tout dépend. Si on est vraiment dans un contexte démocratique et qu'on veut promouvoir une gestion de proximité et une gestion participative, alors on adopte le modèle de gouvernance qui s'y est. On ne peut pas aller à contre-courant des contextes qui nous opposent le modèle de gouvernance. Donc il y a ici une harmonisation à faire. Par rapport aux approches théoriques de la gouvernance, il en existe plusieurs qui permettent d'analyser et de comprendre les processus de prise de décision et de gestion des affaires publiques. Voici quelques principales approches. Par exemple, j'ai reviendrai sur certaines questions qui étaient posées. C'est l'occasion de revenir. Dans cette approche institutionnelle, met l'accent sur le rôle des institutions dans la gouvernance. Je vais parler de la déconcentration et des services déconcentrés de l'État. Je crois qu'on va apporter les services déconcentrés de l'État, comme par exemple l'urbanisme, l'habitat, le cadastre, les impôts et domaines, sont des institutions de l'État, mais qui travaillent en collaboration avec les collectivités territoriales. C'est pourquoi on les appelle des institutions déconcentrées ou des services déconcentrés de l'État. Donc les institutions jouent aussi un rôle déterminant dans la gouvernance. Il ne faut pas juger les acteurs. Et cela ne signifie pas qu'on met en parle ou bien qu'on marginalise les acteurs de l'État. Donc les acteurs institutionnels jouent un rôle important. Parce que, alors, il y a leur influence, on constate, sur le comportement des acteurs. Si vous voulez, par exemple, le permis de construire, vous adressez la demande au maire. Mais le maire, avant de vous accorder l'utilisation, il consulte les autorités déconcentrées de l'État. D'abord, voir si le terrain vous appartient, oui ou non. N'est-ce pas? Ensuite, on interroge les domaines. On
interroge le cadastre, on interroge l'urbanisme sur le plan que vous avez proposé. Tous ces services vont être consultés et vont donner leur avis. Si les avis sont conformes, ou bien si les avis sont conformes sous réserve, alors là, le maire autorise directement ou bien autorise sous réserve. Vous êtes autorisé à construire, mais vous êtes tenu de respecter les amendements qui sont proposés par les institutions décentralisées. C'est pourquoi, en décentralisation, on ne peut pas mettre en branle les institutions. Vous voyez déjà dans le cadre de la gouvernance, comment dirais-je, la commune, vous avez les représentants de l'État, qui se trouvent être le gouverneur, bon, là on n'a plus de région, mais vous avez le préfet et le sous-préfet, qui donnent toujours leur avis après le vote du budget. Même si on dit que dans la décentralisation, les conseils sont indépendants, ou bien il y a une autonomie de gestion et libre administration, attention, si le conseil vote à 100% le budget ne peut pas être opératoire si il n'est pas voté, il n'est pas approuvé par les représentants de l'État. Et ça qu'on appelle l'approbation. Ce que les représentants de l'État font, c'est ça qu'on appelle le contrôle de, je l'ai dit la dernière fois, c'est le contrôle de légalité. Est-ce que vraiment la procédure a suivi la voie normale? Contrôle de légalité. Est-ce qu'au moment du vote, il y avait le quorum? Ça c'est important. Le quorum c'est quoi? Si le conseil fait 36 membres, est-ce que le maire a le droit de tenir un conseil avec 10 membres? Non. Les textes disent que si le quorum est atteint, le maire peut maintenant démarrer les instances du conseil. Et le quorum, c'est quoi? C'est le nombre de conseils divisé par 2 plus 1. Donc il faut combien de membres? Il faut 36 divisé par 2 plus 1. J'avais oublié de faire la fin de la science. Je parle de la fin de la science. Ah ouais? Je suis à la fin de la science. Je suis à la fin des lettres. 36 divisé par 2, il vous dit 14. Donc c'est 18 plus 1. Attention. J'ai le bac scientifique. J'ai le bac S. De tout le corps professionnel, demandé sur le financement de bac S. Je suis un scientifique prioritaire. J'ai été à l'université de Compiègne pour faire sciences physiques. Pour ceux qui connaissent mon parcours à l'université, au lycée du Mambay, j'ai toujours été premier en mathématiques et en sciences physiques. Je suis scientifique prioritaire. Et ce qui faisait la géographie à l'époque, ce qui faisait la géographie à l'époque, mais ils étaient des scientifiques. Aujourd'hui, vous savez, en France, à l'université de Sorbonne, vous allez vous appeler encore de Michel quand vous serez à la rue des Écoles, n'est-ce pas? À Saint-Michel, vous avez l'université de Sorbonne, la rue des Écoles, avec la Claire Afrique et tout. Vous avez en face l'Institut de géographie, qui dépend de la faculté des sciences. Lisez le bord. Moi, lorsque je faisais la licence, la deuxième année, j'étais tellement passionné par les ouvrages et les travaux de Marcel Legault, la climatologie. À un moment, je pensais que j'allais faire la climatologie. Parce que j'avais tellement la nostalgie des ions, des cations, des tortues, c'est la...
ne vais pas faire court à 8 heures. Mais puisque ma rappelé de chez nous, et cela là à 8 heures, il fera court à 8 heures. Quand elle m'a demandé de prendre de 2 heures, alors moi, dans l'euphorie, j'ai accepté. J'avais oublié que j'ai cours avec les étudiants de la licence 3 de l'université chez Anne ex-UBS, où j'ai fait 8 cours à l'UBS. J'ai formé le premier sortant du master AQBL, et ce master-là, je l'ai créé dans le tout pays, et qui poursuit les collectivités territoriales. Donc je vais faire cours avec eux de 9h à 11h, ensuite venir faire cours ici, avec vous, avec Mélodie. C'est ce que je faisais d'habitude, et j'ai voulu faire le responsable qui m'a. Donc pour les premiers sortants qui ont soutenu le mémoire de master à l'UBS, dans le domaine AS, Pôle Soja, vous verrez que j'ai encadré 20 mémoires. 20 mémoires, ils ont tous soutenu. Vous avez des applaudissements. C'est un premier effort. Et le jour, Inch'Allah, avant la retraite, je vous le dis, avant la retraite, Inch'Allah, si personne bon Dieu, je vais fêter le 500e mémoire en quatre. Vous dites que j'ai dépassé les 300. Pour ceux qui sont chez moi à Banya, vous n'avez pas 2, 3, voire 4 bibliothèques déjà remplies. Chaque année, je fais au moins 20, 25, rien que ça le cas, mais aussi à l'UGB, à Thiès et aussi à l'UGB. Donc, alors, autre chose, c'est la distinction qui me suit aussi aujourd'hui. Le cas de décision, c'est parce que je suis toujours devant le sacrifice. Et comme je dis, puisque nous sommes dans un pays sous-développé, c'est vrai, on est dans un pays sous-développé. Donc, moi, je vous appuie. Tu vas nous dire 5 heures. Nous, nous devons dire 10 heures. Le jour où vous serez en Europe, moi, j'ai fait presque tout le pays. Mais la première remarque est que vous ne voyez pas les jeunes, les grandes places. Les grandes places, les espaces verts sont souvent réservés aux vieilles personnes âgées qui viennent se regrouper avec leurs petits-fils. Et qui surveillent les petits-fils qui, à côté de l'école, ces bonnes dames viennent avec le canne, viennent s'asseoir. Mais attention, vous voyez maquette. Moi, avec celle qui job, ce sont les complices de la police. Attention, le pouvoir maquette, c'est non l'idée. Si jamais il te croit, il y avait une de nos sœurs. Donc, elle a fait venir sa petite sœur en France. Et il a dit, bon, il y a une offrir, mais on met le rendu. À chaque fois que la fille descendait pour aller sur le marché, on va aller là. Et le président, mais ta fille, et ta sœur est là. Ah oui, est-ce que mais le lendemain, il pose la même question. Est-ce que je peux toucher l'enfant? Mais attends, un mois après, c'est la police qui débarque. Et on dit de prendre. Première chose, on te met dans un centre psychiatrique pour voir est-ce que vraiment la tête c'est bon. Et qu'est-ce qu'on dit? Voilà quelqu'un qui a été pris en flagrant délit d'esclavage. Rien comme ça, non? Même si non, c'est ma grande sœur, c'est qu'elle trouve assez connue, mais elle n'a pas le droit de te laisser ici. Ça, c'est de l'exploitation.
Maintenant, on va calculer. Si vous avez fait dans 2 ans, chaque mois, elle doit te payer 500 euros. On calcule tout et on donne la facture à nation. Et désormais, on te donne les papiers et tu vas aller prendre ta chambre et faire ta vie. C'est ça. C'est pourquoi je dis, nous, excusez-moi de tabou, mais nous sommes des bras cassés. Il ne faut pas être des bras cassés. Vous savez, les gens le font. Mais ce que nous avons passé, nous avons été des gens. Il y a même une étudiante qui me disait, monsieur, vous mettez au moment c'est possible. Je dis quoi? Non. C'est une fille, elle dit qu'elle passe le nez à 8 ans. Même si un examen, l'examen, elle sacrifie, je me trouve. Vous imaginez? Quel étudiant? Qui est le police? ñaar ñett ñu ñëw teg seen plan alors que là-bas tu fais ton truc de barbecue nga teg yàpp ak lépp ñii dina mën eh monsieur venez s'il vous plaît ok écoutez il y a tout ici vous allez bien je dis non je ne peux pas devenir autant devenir grandi maa ngi fi boobu defal barbecue Les premiers conseils, de toute façon, c'est toujours pour dans le but de vous encourager. C'est dans le but de vous encourager. N'ayez pas peur, mais il faut beaucoup travailler. Et dormez peu. C'est le conseil que je vous donne. Alors, la gouvernance territoriale est devenue pour permettre, pour mettre en évidence l'incapacité de l'État au niveau local, pour mettre en valeur le nouveau modèle de gouvernance qui est pris. Là, je suis pas d'accord. Il y a ce qu'on appelle une crise de gouvernabilité. Quand on parle de crise de gouvernabilité, c'est quand les autorités, publiques et étatiques reculent devant leurs responsabilités. Là, on fait promouvoir la gouvernance. Cela est arrivé dans plusieurs circonstances où l'État dégage ses responsabilités. Le cas des inondations en est une parfaite illustration. Suivez-le bien. Vous savez, moi, le combattant, ça me dérange un peu parce que je dis qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui est là, qui est attentif. Et Dieu le perturbe. Je disais que, si vous prenez le cas des inondations, il y a beaucoup de maires qui ont dit qu'ils ne vont pas s'occuper des inondations. Et à juste raison. Ils n'ont pas fait ma raison. Pourquoi? Parce que les inondations dépendent de l'assainissement. Alors que l'assainissement ne fait pas partie des compétences transférées. Regardez les autres compétences. Vous ne verrez pas l'assainissement. L'État a dit, c'est moi. L'assainissement, c'est moi. Donc lorsque les gens sont venus voir le maire a dit, adressez-vous à l'État. C'est l'État qui gère l'assainissement. Mais ça, c'est une fuite de responsabilité. Parce que par ricochet, la compétence vous incombe. Vous ne pouvez pas être là et dire que non, il y a des inondations, ce n'est pas mon problème. C'est l'affaire de l'État. Et si cette inondation se gangrène et développe des pathologies dans le domaine de la santé, qui va être responsable? C'est vous. C'est pourquoi, par rapport
question, évidemment, on raisonne en termes de crise de gouvernabilité. Si le gouvernement n'est plus en mesure de prendre ses responsabilités, les populations vont prendre leurs responsabilités à travers les structures et ça la gouvernance. Donc vous avez parfaitement raison. Dans l'approche néo, la milité de nos approches. Parce qu'il y a des étudiants qui anticipent. Si vous anticipez, laissez-moi d'abord dans le minutes, après maintenant, s'il y a des éléments que nous allons aborder, comme ça, Alors, par rapport à l'approche néo-institutionnaliste, cette approche élargie d'analyse institutionnelle en tenant compte des normes de règles informelles et des routines organisationnelles qui imposent la gouvernance, en plus des institutions formelles. Vous savez, il y a de nouvelles institutions. Il y a aussi des institutions plus ou moins informelles. Maintenant, avec l'approche néo-institutionnaliste, on permet même à ces institutions qui ne sont pas formelles de pouvoir s'impliquer dans la gouvernance. Donc, si vous combinez l'approche institutionnelle et l'approche néo-institutionnaliste, là, ça permet véritablement de bien doser la gouvernance. Maintenant, l'approche de la gouvernance collaborative, c'est cette approche qui met l'accent sur la collaboration entre les acteurs publics, privés et la société civile. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, ce n'est plus, comment on dirait, PPP, mais ici, c'est public, privé et société civile. N'est-ce pas? Dans le prise de décision et la mise en œuvre des politiques en soulignant l'importance de la confiance, du partenariat et de la participation. Maintenant, le network. Le network est cluster, c'est la méthode cluster. Cette approche analyse les interactions entre les acteurs à travers des réseaux de gouvernance en mettant en lumière les relations de pouvoir, les interdépendances et les dynamiques de coopération et de conflit qui caractérisent ces réseaux. Si vous êtes une commune maritime, il faut qu'on arrive à identifier l'ensemble des filières qui déroulent et les mettre en balance. Maintenant, les acteurs de ces filières vont créer un réseau. Et ce réseau appelé le network. C'est ce qu'on appelle la méthode cluster. Il y a aussi une autre méthode que j'ai, qui est le modèle canadien. J'ai fait référence à mon tuteur que j'ai dit tout à l'heure, André Joyer, et le professeur Klein, qui a créé le CRIS, et qui est aussi le père fondateur des systèmes de production locaux. Avec les systèmes de production locaux, on a véritablement un modèle net and work and cluster. Comment? Il dit que si vous avez une zone de production, il faut préparer les acteurs par la formation. Vous le verrez après, dans la gouvernance, il faut, et même pour le développement territorial, il faut des rénovations. Donc il faut du renforcement de capacité. Alors, la méthode système de production locale permet surtout à partir d'une production, de créer des acteurs. Je donne un exemple. Vous avez un champ. Vous voulez maintenant développer l'agriculture. Le premier acteur,
ce sont les bras, ce qui la main d'œuvre. Et pour ce, avec la méthode système de production, ce qu'on appelle SPL, il faut d'abord former les acteurs. Donc, si vous avez zone de production et à l'esprit l'ouverture d'une école de formation, c'est ce que Klein dit. Et si vous avez centre de formation, vous devez diversifier les intrants. Donc, et à l'idée de faire de la recherche. Donc, mettez en place un centre de recherche. Donc là, on est en train de créer de nouveaux acteurs, mais qui vont contribuer au développement. Et là, on a un réseau. Si vous êtes parti d'une zone de production agricole, vous avez un centre de formation qui vous livre la main-d'œuvre qualifiée. Vous avez un centre de recherche qui vous livre maintenant des intrants de qualité, avec des normes ISO et autres. Ensuite, on dit qu'il faut créer maintenant un marché pour l'écoulement des produits. Finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un réseau. Ça, c'est le cluster. Et dans le cluster, on dit qu'il faut promouvoir les filières dominantes. J'ai pris l'exemple de l'agriculture. Ceci peut-être dans une commune qui est dans le bassin arachidier. Mais si je prends l'exemple d'une commune maritime comme Thiaroye-sur-Mer, là, la filière dominante, c'est quoi? C'est la pêche et la transformation des produits halieutiques. Pêche au Sénégal, chaque année, remporte le prix du chef de l'État. Avec Mère Aïta, j'ai eu à travailler avec ces bonnes dames. J'ai été avec elles en Italie. Elles ont fait des expositions. Il y a une convention, parce que moi j'ai fait 5 ans dans la coopération. J'avais souvent des jeunes, des femmes. J'ai longtemps travaillé avec ces gouvernements. Mais je dis, la pêche, c'est d'abord le pêcheur, avec ce qu'on appelle le prise de terre, l'abattage, ou bien le produit de l'abattage. Les prises de terre sont remis au balabala. Les balabala donnent aux mareyeurs. Les mareyeurs donnent aux commerçants ou aux commerçants. Les autres donnent aux usagers que nous sommes. Il y a une partie aussi qui n'est pas venue et qui va vers la transformation. Ce qui fait que finalement on se retrouve avec un réseau qu'on appelle la méthode cluster. Alors, par rapport à l'approche de la gouvernance multiniveau, on a presque expliqué, cette approche prend en compte les niveaux local, régional et national et international. La gouvernance participative, je l'ai expliqué aussi. Donc, ces approches théoriques ne sont pas mutuellement exclusives. Elles peuvent être combinées pour offrir une analyse plus complète et nuancer des processus de gouvernance. Elles permettent de mieux comprendre les mécanismes, les dynamiques et les défis de la gouvernance contemporaine et de proposer des solutions plus efficaces et adaptées au contexte spécifique. Donc, vous voyez, toutes ces approches nous mènent vers une approche holistique à travers des réseaux, mais aussi à travers des types de partenariats à différents niveaux. Je vous remercie prochaine. Je vous dis encore une fois qu'il est fort probable que le mercredi prochain, on fasse pour limiter à midi. Ce n'est pas encore sûr, parce que l'on a beau ici à Pama, c'est peut être intervenu, ou bien on peut apprendre à 16 heures, toi avec vous, limiter à midi, moi je serai à 14 heures. À bon entendeur. Allez.